Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Salut Jérémy. Salut Clément. Ça va? Bah très bien et toi? Bah nickel, nickel. Aujourd'hui on va vous parler de The French Dispatch Tout de à fait. Wes Anderson. Un film sorti du coup en 2021 qui fait suite notamment à The Grand Budapest Hotel qui était son grand succès, on va Tout dire, à fait. critique et commercial. Ouais. Mais c'est pas la suite de ce film, parce qu'il y a eu quand même L'île aux chiens entre temps. Oui. Un peu plus méconnu. Que je n'ai pas vu. Ah bah tu devrais. Ok, je note. Donc le film nous raconte l'histoire du rédacteur en chef de The French Dispatch, un magazine qui sort en supplément d'un journal du Kansas, Inspiré du New Yorker. inspiré du New Yorker, largement. Donc la vie de ce rédacteur en chef nous sert uniquement à planter le décor. Ouais, En c'est gros, même plus qu'une intro. Ouais, c'est plus qu'une intro, voilà, c'est le cadre... Ouais, ça nous pose le cadre. ça nous pose le cadre Mhm. du film qui va suivre. On comprend vite que le rédacteur en chef est décédé, Alors on comprend vite ou pas, ou pas. parce que moi je n'ai compris ça qu'à la fin, mais Donc le rédacteur en chef est décédé, et en gros le film va nous raconter l'histoire, va nous raconter le dernier numéro du magazine. c'est ça. Voilà. Avec du coup une succession d'articles, et ce que le spectateur va voir, c'est cette succession d'articles. Mais c'est pas forcément évident de le comprendre dès Non. le départ. C'est bien compliqué, enfin c'est On va, bien compliqué. on va en reparler pendant l'émission, mais c'est pas abordable quand même. Non. En plus on est dans un film à sketch au final, parce qu'on a plusieurs petites histoires, enfin sketch c'est peut-être un peu réducteur. Ouais, une succession de courts-métrages, Voilà, je une dirais. succession de courts-métrages qui sont filmés en plus de manière différente les uns les autres. Ouais, Et vu que c'est des articles différents dans un magazine, n'ont pas forcément de lien direct entre eux. oui, Si ce n'est le rédacteur en chef qui apparaît à la fin. c'est ça. Et je pense que j'aurais préféré d'ailleurs avoir quelqu'un qui l'ait vu avant et me dire ça. Ce qu'on vient de dire sur l'intro du film, de savoir que c'est qu'on est un spectateur et qu'on est en train de lire le journal. Le Oui. concept est génial, je trouve, d'ailleurs. Mais j'ai compris ça au moment du premier court-métrage, en fait. J'ai dit, ah mais d'accord, on est en train de lire le journal. Quand on nous présente les courts-métrages avec le numéro de page. Oui. Voilà, c'est ça qui donne l'indice. Mm. Faut quand même être réveillé. Oui, le film est dense. on va Oui. dire. Le film étant un peu complexe, on va pas s'attarder plus sur la présentation. Ouais, je pense que c'est pas la peine. On abordera plus ça après. On va faire ça, on va dire court-métrage par court-métrage, Ouais, on va essayer. parce que sinon ça va être ingérable. Oui, non, carrément, carrément. Donc on va parler déjà de notre contact à Wes Anderson, notre ressenti. Ouais, c'est important. Alors surtout Voilà. là. Parce que, Oui. ça va être le clash, mesdames et messieurs. Clément Moi, en face de moi, plus grand fan de Wes Anderson, région Rhône-Alpes. Oula. Bah, je t'invite à commencer, Jérémy, du coup. Ouais. Alors, donc Wes Anderson, on m'a énormément vendu Grand Budapest Hotel depuis sa sortie et je l'ai vu très tard. En fait, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Et ça a été une grosse déception pour moi. Donc, je préfère être clair dès le départ. En fait, je m'attendais pas à ça. Alors déjà, je pense savoir ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est la partie comédie. Je suis pas très comédie, ou alors quand il y a des vannes, il faut qu'elles me fassent marrer. Le truc qui fait un petit peu sourire juste parce que c'est burlesque et qu'il y a une situation décalée, bah moi ça me suffit pas. Et Wes Anderson, c'est carrément sa marque de fabrique. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ça m'a pas parlé. J'ai regardé Moonrise Kingdom juste avant de regarder Grand Budapest. En général, j'aime bien regarder un film un petit peu avant le gros film pour voir un peu l'évolution du réalisateur et voilà. La patte. La patte. Et pareil, alors, peut-être même encore pire. En fait, ce que je reproche à ces films, c'est que ça manque d'émotion à fond. Les personnages sont tous des robots. J'ai l'impression d'être dans Westworld à me demander qui est robot, qui ne l'est pas. Et donc voilà, je suis pas fan de Wes Anderson, ça c'est clair. Je comprends le délire, je comprends la patte, c'est super beau. En termes de photos, c'est génial, il y a des idées. Il est reconnaissable parmi plein de réalisateurs, on risque pas de se tromper. Ah oui. Mais voilà, il me manque toujours un petit peu quelque chose, on en reparlera, je pense. Et du coup, The French Dispatch, c'est marrant parce que c'est un film qui est pas très aimé des gros fans de Wes Anderson. Et moi j'ai bien préféré celui-là aux deux autres que j'ai vus. Donc, c'est-à-dire Moonrise Kingdom et Grand Budapest Hotel. J'en ai pas vu 50. Voilà. Donc mon affinité avec Wes Anderson, bouf. Maintenant, je t'en prie, fais-toi plaisir. Bah, moi, du coup, Wes Anderson, j'ai commencé par Grand Budapest Hotel, du coup. Parce que quand c'est sorti, ça avait fait beaucoup de bruit. Ah on m'a Énormément. tellement saoulé. Mais peut-être qu'on me l'a trop vendu d'ailleurs.
il y a de fortes chances. Mm. J'y pensais quand tu l'as dit, Ouais. c'est sûr que... Et t'en fais partie d'ailleurs. Désolé. Mais les films comme ça ont beaucoup enfin, une grosse aura. Ah ouais. L'avantage, moi, c'est que je l'ai vu vraiment au tout début. Donc, à la sortie, il avait fait du bruit. Mm. Et il a fait du bruit surtout même après, en fait. Il a continué à faire du bruit par bouche à oreille. Et moi, je me suis pas pris trop de bouche à oreille. J'ai juste lu les critiques qui disaient que c'était le florilège du cinéma. Ouais, qu'il fallait le voir. Qu'il absolument. fallait le voir, que c'était le must-have. Alors, quand je l'ai vu, par contre, moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que ce que j'ai apprécié, bah, c'est la patte graphique de Wes Anderson qu'on voit nulle part ailleurs. Ah, ça c'est clair. Pas du moins que j'avais jamais vu dans un film avant. Après, des fois, il y a des films qui s'en rapprochent, c'est sûr. Mm. Mais ce côté coloré, symétrique, et puis ce côté avec des petits brins d'humour dans un drame, moi, ça... Après, on n'a pas la même affinité à la Non, comédie. c'est Je pense ça. que c'est ça. C'est ça. Mais la petite... En plus, ce que j'aime bien, enfin, moi, c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que c'est pas de la grosse vanne, c'est pas du lourd, c'est... Ça Alors- reste... Dans Grand Budapest Hotel, à l'époque, j'avais trouvé ça un peu... Pas subtil, mais un peu dérobé, en fait. Mais dans ce que tu viens de dire, il y a déjà une partie de réponse, je pense, c'est qu'à l'époque, et l'époque a beaucoup Beaucoup changé. changé. Le Grand Budapest Hotel, c'est 2014, si je dis pas de Ouais. bêtises. Oui. Et ça commence, oui, c'est sûr que maintenant, ce genre d'humour est beaucoup plus présent. Ouais, Peut-être. alors l'humour, déjà l'humour potache, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ces dernières années, Marvel en est pour, hein, voilà, c'est Un jour, on parlera de c'est ça. le coupable. Oui, on parlera de ça, c'est le coupable, c'est sûr. Mais dans ce que tu viens de dire, je comprends les tonalités d'humour, mais saupoudrées. Et en fait, c'est ce côté saupoudré, moi, qui m'a dérangé. En fait, j'aurais aimé que ce mec soit anglais. Et à chaque fois que je regarde un de ses films, je me dis, ah, il est américain. Oui, ouais, j'arrive à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce côté édulcoré où, non, mais quitte à faire un truc aussi barré, mets les curseurs à fond, mec. Ouais. J'ai envie de voir les curseurs à C'est fond. vrai, c'est vrai que dans ces blagues et ces trucs, c'est un peu dans la retenue. Ouais. Bah, c'est toujours, c'est carrément dans la retenue. c'est Ouais. toujours dans la retenue, et c'est peut-être ce qui me dérange, moi. Peut-être, ouais. Et au final, dans The French Dispatch, je trouve qu'il a mis les curseurs beaucoup plus à fond, et bah, moi, ça m'a plus parlé. Ouais, j'arrive à comprendre, ouais. Du coup, pour en revenir à Wes Anderson, du coup, quand j'ai vu ce film, je suis tombé un peu amoureux de ce style et de cette patte. Ça se comprend. Du coup, j'en ai regardé un paquet. Je les ai pas tous regardés. Pas non plus le plus grand fan. Mais j'en ai vu pas mal. Et après, c'est vrai que le jeu robot est un peu antipathique. C'est vrai que c'est sa patte. Enfin, Ouais, et moi, j'ai du mal avec ça. les personnages, on a du mal à s'attacher. Et en fait, on s'attache un peu à eux malgré leur jeu, en fait. Alors moi, j'y suis pas arrivé. Alors après, Clairement, alors le premier que j'ai vu de Moonrise Kingdom, en plus, c'est qu'avec ça se passe dans un cadre où c'est des ados. Mm. Donc c'est censé plus nous parler. Enfin, c'est des grands enfants, on va dire, grands enfants et adolescents. Et on peut pas, je n'ai pas pu m'empêcher de faire rapprochement avec Jojo Rabbit parce que ça se passe dans un camp. Alors c'est un camp de scouts, hein, Oui. c'est pas un camp, voilà. Mais peut-être que Jojo Rabbit lui a fait du mal aussi. alors ouais, et puis j'aurais pas dû le voir dans ce sens-là. J'aurais dû le Peut-être. voir dans le sens inverse, dans le sens de voir Moonrise avant de voir Jojo Rabbit. Mais on n'a aucun affect avec les personnages. On les regarde, ils n'ont aucune émotion, c'est ni triste, ni drôle, ni rien. Je suis arrivé à la fin de ce film, je me suis dit, mais... Enfin, je l'ai oublié à la minute où... À part le générique de fin, mais on en reparlera pendant la musique. Mais ça me fait penser, tu vois, l'un de mes préférés que j'ai pu voir, je l'ai vu même récemment d'ailleurs, La Famille Tenenbaum de Wes Anderson, qui fait partie de ses premiers Je films. n'ai pas vu. Donc là, il y a vraiment moins la patte graphique avec le décor carton, avec des plans extrêmement larges où les gens se baladent dedans. Il avait pas encore ce côté-là un peu foufou. Je pense que peut-être une question de budget aussi, ou une question Peut-être. qu'il cherchait peut-être plus dans son style. Mais son jeu d'acteur très minimaliste, enfin, c'est pas le jeu d'acteur. L'émotion que transmettent les personnages qui est vraiment très minimaliste, il n'y a pas un personnage qui arrive et qu'on dit « Ah ouais, lui il est cool, ah, voilà, on pourrait l'apprécier. » Mais ce que je trouve bien après, dans les autres films, parce que de French Dispatch est différent, c'est que, par exemple, La Famille Tenenbaum, c'est des personnages qu'on va suivre tout le long du film. Ouais. On va suivre une évolution, où on va comprendre pourquoi ils sont dans cet état. Et après, on commence à s'attacher à eux, malgré un peu ce retrait et ce manque de Ouais, cette de retenue, communication, en fait, de cette retenue. Ouais, non, je comprends. Et là, par contre, c'est vrai que French Dispatch, je peux clairement pas dire, là, les acteurs, on les voit peu. Ouais, mais... Alors, faut qu'ils balancent tout d'un coup. Donc c'est pour ça pousse les curseurs à fond. Mais d'un côté, je trouve que le temps qu'on s'attache à eux, ils sont déjà partis. Exactement, j'allais le dire.
En fait, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai préféré The French Dispatch, c'est parce que cette succession de courts-métrages fait que les acteurs, on ne les voit pas longtemps. Donc on n'a pas forcément le temps de s'attacher à eux, et cette retenue et ce manque d'émotion, eh ben, il est moins fatal. Oui. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a plus d'émotion quand même. Même dans les personnages, on va en reparler pendant les courts-métrages, mais quand tu dis on n'a pas de personnages qui arrivent et qui nous font ressentir un truc par rapport aux autres, et ben moi, dans The French Dispatch, je trouve que si. Oui, mais du coup, oui. On va en parler pendant le... Alors c'est le deuxième court-métrage. Ça marche. Ouais. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler on va décortiquer le film plus par chapitre, on va dire. Parce que, c'est déjà fait. Le boulot est déjà fait. Le boulot est déjà fait. Et nous, on aime bien rien faire. Donc, on va déjà parler de l'introduction, qui nous présente The French Dispatch, le magazine hebdomadaire, si je dis pas de bêtises. Alors là, je saurais pas te dire. Non, je dis peut-être des conneries. Le magazine vendu en supplément du Kansas Liberty du père du rédacteur en chef. Donc on commence par une ouverture avec Ennui sur Blasé, la ville où se passe le film. Caricature de Paris. Caricature de Paris, ou de n'importe quelle ville en France, au final. Quand même de Paris. Mais de Paris beaucoup. Ouais. Avec caricature, ou même, je dirais hommage. Hommage, je dirais. Ouais, hommage à une époque... c'est plus juste. Puis, c'est marrant parce que c'est un hommage à une époque qu'il n'a pas vécu. Et c'est drôle. Ouais, oui. En gros, on nous présente un Paris dans le début des années 50, on va dire. Ah, j'aurais été un petit peu plus loin. Peut-être même années 30, ouais. Une ville française, peut-être Paris, un peu fantasmée. Avec une scène d'ouverture d'ailleurs qui reprend tous les codes de Wes Anderson. De Wes Anderson. Alors là, 300%. À 300%. Donc la scène du barman, du serveur qui monte un plateau. Un autre réalisateur aujourd'hui n'aurait pas le droit de faire ça. C'est fou ça. Je pense qu'il a créé un truc. Il a fait une marque déposée. Et si quelqu'un le fait, il va se faire défoncer. Et bien d'ailleurs, dans Jojo Rabbit, il y a les plans qu'il a fait comme lui. Tout le monde a dit, oh, c'est un hommage à Wes Anderson. Ouais, c'est vrai. Alors que bon, c'est un plan créatif comme un autre. C'est vrai, il a posé sa patte sur le cinéma quand même. Donc le film, en nous présentant le journal, nous parle des auteurs des différents articles, avec un truc malin, je sais pas, mais une petite pirouette. En fait, on les voit pas. Ouais, c'est très succinct. On les voit de dos, avec leur nom. Et leur nom, le problème, c'est que en plus, c'est des noms un peu compliqués. Ouais, et on les oublie, et ça malheureusement. N'aide pas du tout à la compréhension, mais ça se comprend. C'est un style... Voilà. Mais c'est purement dans le style Wes Anderson, avec un petit piano derrière, une petite musique... De Monsieur Desplat, toujours. Donc on nous présente les auteurs de manière face cachée, et ensuite le rédacteur en chef, donc joué par Bill Murray. C'est à Wes Anderson, il y a Bill Murray, c'est normal. Ça c'est cool. Mais c'est cool. Puis Bill Murray, il y en a jamais assez. Puis il a ses affinités avec les acteurs, on se doute souvent de qui on va voir, et il y a plein de surprises dans celui-là quand même. Oui, beaucoup. Donc on voit Bill Murray en rédacteur en chef un peu satanique. Oui. Avec son bureau marqué pas de pleurs. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est tellement dense que j'avais oublié ça. Ouais. En fait, ça se succède très très vite. L'intro, elle est vraiment à fond. Tout le film est à fond. Le film a un rythme, alors je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais waouh, c'est pas abordable. C'est compliqué. On regarde ça fatigué, on se fait éclater. On s'endort. Moi, on décroche. Ouais. Je suis arrivé à la fin saturé. Mais c'est un style. Heureusement, il ne dure que 1h40. Ah bah, ça aurait pas été jouable. Mais c'est pas jouable. Un film comme ça de 2h30, c'est impossible. Ah ouais. Ça aurait mal à la tête, là. Ouais. Bon, donc cette intro, elle passe quand même rapidement dans le film, et elle sert vraiment à planter les bases, le cadre qui va se passer. On peut passer directement au premier court-métrage. Court-métrage, ouais, tout à fait. Donc le premier court-métrage, la rubrique voyage, donc présenté par, j'aurais pas le nom du personnage dans le film, mais c'est Owen Wilson, le journaliste en vélo, qui nous présente du coup le cadre du film, donc Ennui sur Blasé, un petit clin d'œil apparemment aux perceptions des Français à l'étranger. C'est ça. Selon Wes Anderson. C'est vachement bien foutu, cette petite partie reportage. Oui. Et puis, c'est pour la présentation d'une ville créée de toutes pièces, je trouve qu'il n'y a pas mieux, au final, dans son truc. Et puis c'est sympa de prendre le temps de le faire, puisque tout le film, même si on va avoir 3 histoires différentes qui n'ont rien à voir, tout se passe ici. Oui. Et donc c'est pas mal de commencer par... C'est habile, en fait. De commencer bien par cette petite rubrique voyage pour nous présenter le cadre. Non, c'est pas mal. Avec, du coup, purement du Wes Anderson à fond les ballons, dès le début. On n'en doutait pas, de toute façon, on était venu pour ça. Ouais, on en a pour notre argent.
Donc la balade de Owen Wilson dans Ennui sur Blasé, et chose comme le direct acteur en chef, qui va présenter que les quartiers bof Oui, ouais, oui, oui. que C'est vrai. par quartier, avec les pickpockets, les dames de joie, Les anciens. les anciens. Donc voilà, cette partie étant assez courte, on va pas trop s'attarder dessus. Alors c'est vrai que niveau casting, bon bah à part Owen Wilson, on voit pas d'autres acteurs Non, et puis principaux. bah, Bill Murray Et Bill Murray qui arrive à la fin Ouais, pour du coup faire son avis sur l'article sa qu'il vient d'écrire. validation. Et ce Voilà. schéma-là va être répété plusieurs fois dans le film. Et par contre, ça, c'est vrai que si on le comprend pas, c'est chaud un peu. Si on Si rate on le rate truc dès le le début, coche, ouais. c'est compliqué. Mais Oui. d'ailleurs, avec la présentation du court-métrage, si on rate le truc, en bas en tout petit, c'est marqué page 4 Ça, à en fait, 6. c'est la clé pour C'est comprendre la le clé coup pour des comprendre pages. le film. Mais si on n'y fait pas gaffe durant le film, et ben, ça va être compliqué pour la suite. Oui, oui. Surtout, plus on avance dans le film, plus ça devient diffus et plus ça devient un peu Dense. compliqué, Mm. dense, avec des mises en abîme et des tiroirs un peu de partout, Ouais. ça devient vite compliqué. On va passer au deuxième. Au deuxième, du coup, l'histoire donc du prisonnier artiste, Alors, le chef-d'œuvre en béton. le chef-d'œuvre en béton. C'est le titre de l'article. Donc, dans ce court-métrage, on suit Benicio del Toro, Mhm. qui est accompagné de Léa Seydoux. Léa Seydoux. Dans tous les courts-métrages, il y a une palanquée d'acteurs, mais on Ouais. pourra citer Adrian Brody, Ouais. Et Tilda Swinton. Tilda Swinton. Mm. Il y a le mec qui joue le, le groom dans Grand Budapest Oui, Hotel. ouais, tout à fait. Il y a lui, Ouais. et il y a, puis il y en a trop. Ouais, Il y en a trop. le cast du film en général est absolument dingue. Oui. Ouais. On a Bah, préféré le scinder par court-métrage, c'est plus simple pour sinon, nous, c'est mais beaucoup trop ouais, dense, et on sinon va on va rien faire y une comprendre. liste. Ouais. Alors on va parler peut-être de l'histoire de chef-d'œuvre en béton. Alors c'est assez simple, je te laisse. Bah, l'histoire est assez simple en fait. On suit l'histoire d'un artiste qui était à la base américain, on comprend, Mm. qui a immigré en France pour vivre la pauvreté en France, qui vivait pas du tout de son art, qui a fini en prison suite à un meurtre. Et Deux même d'ailleurs, non deux, oui d'ailleurs deux. Comme dit, j'ai pas fait exprès. C'est excellent. J'ai trouvé la vanne vraiment bien. Très bonne. Mm. Qui purge sa peine dans la prison. D'ailleurs, la prison, bon, elle doit être à côté d'Ennui sur Blasé, mais on ne s'est pas dit Ouais. d'ailleurs. Je Donc, sais. en purgeant sa peine, il renonce à la peinture, tout premièrement, et puis il revient, 10 ans après son emprisonnement, et se met à faire des chefs-d'œuvre. En trouvant sa muse, En trouvant qui sa est muse. Léa Seydoux, Qui est qui joue une Simone. gardienne. Voilà, qui joue une gardienne de prison. Alors- Et du coup, hasard des choses, le Adrian Brody, qui est lui aussi enfermé dans la prison pour escroquerie ou je ne sais plus quelle malversation, Ouais. voit l'œuvre faite par ce prisonnier-là et lui dit qu'il l'achète. En annonçant à ses oncles d'une manière aussi assez marrante, c'est-à-dire que c'est le renouveau de l'art en fait, il faut créer la demande. Alors c'est marrant parce que le personnage joué par Adrien Brody, on voit que c'est un peu un mafieux qui a l'habitude d'avoir de l'argent, qui a des magouilles, mais il est quand même fan pour de vrai Oui. de l'art, Ah, c'est un passionné, du peintre. C'est Oui. pas, Oui, il est pas là juste pour faire de l'argent. il est pas là juste oui. pour faire de l'argent. Faut pas que ce soit mal compris. Mais c'est marrant parce qu'au début, c'est pas amené tout de suite. Non, La première chose qu'il lui dit, c'est on va te rendre célèbre, on va faire une autobiographie. mais il a quand même les capacités à s'en rendre compte. Mais oui, c'est ça qui oui, est. par contre, oui, voilà. On sent quand il en parle plus tard même qu'il est vraiment passionné Ouais. par ce qu'il a fait. Quoi. On va parler de nos avis sur ce court métrage du coup. Oui. Moi, clairement, c'est mon préféré. Oui, J'ai adoré. Et c'est même la première fois que j'ai vraiment aimé quelque chose de Wes Anderson au final. Le personnage de Benicio del Toro, quand il est introduit, c'est la première fois où je me suis dit, enfin, on ressent des choses. c'est vrai. C'est C'est vrai pas ce qu'on que a t'en beaucoup, penses, on a mais beaucoup de... Il a pas ce rôle robot que Wes Anderson donne à ses acteurs d'habitude. Non, et alors, il a pas ce rôle robot, et d'un côté, je pense que le personnage l'excuse aussi. Peut-être. Parce qu'on a quand même un prisonnier reclus dans sa solitude, et s'il joue le robot, c'est pas grave. On l'a déjà vu ce truc-là dans d'autres films. Ouais, mais Le là, prisonnier qui purge sa peine et qui ne parle pas, ouais, mais c'est pas le cas là. et c'est pas le cas. Alors, et il puis, est discret. On peut pas dire qu'il fasse des grands discours. Mais ouais, moi, oui, clairement, ce court-métrage, je trouve que c'est le meilleur. La relation Benicio del Toro et Seydoux, je trouve ça absolument dingue. ouais. C'est le meilleur C'est- moment du film pour moi. trouve ça Il y a très un côté intéressant, La ouais. Belle et la Bête Oui, à fond. Encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas le... Alors, on se doute qu'il est amoureux d'elle quand même. Oui. Elle, on n'en sait rien. Parce qu'elle elle est très, elle est très froide. très froide. Et ça se finit comme ça. Oui. On n'a pas le coup du baiser, le coup du machin. Bah, alors, il y a des moments où c'est abordé, ce thème-là. Il y a, en gros, Benicio lui demande de l'épouser.
Oui. Et elle lui dit non, je vais te remettre dans ta cellule et ta camisole Voilà. et tu. Et c'est d'une froideur, mais c'est trop Et c'est cool. génial. J'ai adoré. Et le noir et blanc aussi, joue Oui. beaucoup. Le noir et blanc joue beaucoup, ouais. Mais le film joue beaucoup avec les couleurs. Oui, il y a du noir et blanc dans chaque court-métrage. Après, le noir et blanc, si on comprend un peu le film, le noir et blanc, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup présent quand on parle de l'article. Et la couleur est là quand on est plus dans le registre de qu'est-ce que l'auteur a vécu. Alors, je me suis demandé s'il y avait une logique là-dedans. Et Mais elle est pas hyper apparente. Ouais, il faut un deuxième visionnage pour pouvoir l'analyser. Oui. Là, si on commence à vouloir tout piger déjà de base... Ouais. Il y a beaucoup trop d'infos. Oui, oui. Donc ce court-métrage est narré par Tilda Swinton, qui est l'auteur de l'article, ni plus ni moins. Alors ça, c'est présenté d'une manière un peu étonnante dans le film. En gros, c'est une sorte de conférence. C'est gentil de dire étonnante. Moi, j'aurais dit on ne comprend rien. J'ai mis du temps à comprendre aussi. Hein. Au début, je me suis dit, on a une on parlait d'un journal, on a une conférence. Je me dis, qu'est-ce qu'on fout là? En fait, il faut savoir que l'auteur de l'article est toujours présent dans le court-métrage physiquement. Oui. Une fois qu'on a cette information, ça va. Mais le problème, c'est que moi, je sais que je l'ai compris quasiment à la fin du film et j'ai dit ah, mais d'accord, ils sont tous dans leur court-métrage. Ça. Et ouais, c'est une petite clé que j'aurais peut-être préféré avoir avant. Mais voilà. Et puis, ouais, c'est vrai qu'au début, c'est assez, on va dire, pas frustrant, mais étonnant. Oui. Quand Tilda Swinton, en plus, c'est une sorte de truc très années 80, ouais, présentation années 70-80, avec une présentation et des diapos oui, devant un public. Dans une salle de théâtre. Dans une salle. Chose qui n'a rien à voir avec le reste. Ouais. Et du coup, le contexte, en fait, il y a plein de moments où on se dit, mais où on est? Qu'est-ce qui se passe? Sauf quand on est dans le court-métrage, je trouve que ça va. Oui. Si on oublie le fait que la narratrice fasse partie, ou le narrateur fasse partie du court-métrage, l'histoire, elle se tient. L'histoire entre Benicio del Toro et Léa Seydoux, on n'a pas besoin d'autre chose. Non. D'ailleurs, j'aurais vraiment préféré que ça dure encore plus longtemps. Je crois que j'aurais aimé avoir un film complet avec les deux. Ah ouais. C'est vrai que... Ça m'a frustré presque. Une fois que cet article était fini, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons avec la suite. Oui, mais je pense que s'il aurait duré plus longtemps, ça aurait été compliqué aussi. Je pense qu'on serait un peu tombé dans certains travers. Vu le concept du film, oui, c'est clair. Il y a une scène, moi, que j'avais adoré au premier visionnage et que j'ai encore adoré cette fois, c'est la scène de la transition entre l'acteur jeune et l'acteur vieux. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Ah oui. Parce qu'il y a plein de films, j'ai l'impression que dans le cinéma, il y a plein de réalisateurs qui disent putain, comment on va faire pour faire le truc? On va faire une hélice, on va faire un fondu, on va faire une petite musique avec un truc qui filme un oiseau. Monsieur Anderson n'a pas ce problème-là. Et là, on s'est dit, eh ben écoutez, on change d'acteur. Ils viennent tous les deux dans la même pièce. Ils sont dans la même pièce, ils s'échangent le collier, ils sont une tape sur l'épaule et zou. Mais c'est hyper compréhensible. Mais j'ai trouvé ça génial. Ouais, mais moi aussi. Ah oui, excellent. Ça, c'est vraiment une scène je me suis dit, bah oui. Là, voilà, là on est vraiment dans le cinéma en fait. On n'est pas obligé de prendre les gens pour des cons, on n'est pas obligé de faire des pirouettes dans tous les sens. Non, c'est simple, c'est basique. Bah voilà, on a compris. On se sert pas d'un autre personnage pour dire comment tu t'appelles? C'est ça. Mais d'accord, c'est lui. Non, là on le prend pas par la main. Bam. On n'a pas un marqueur, parce que c'est vrai qu'en plus les deux acteurs se ressemblent non plus pas forcément. Non, pas énormément. Bon, en même temps, on comprend qu'il y a 10 ans qui sont passés. Comme il dit, il prend une pinte de bain de bouche tous les jours pour essayer de se suicider lentement. Donc, bon, oui, on comprend que ça l'a marqué. Mais cette scène, elle est vraiment, je trouvais, très habile. C'est parfait, c'est excellent. C'est excellent. On n'aurait pas fait mieux. Ah ouais, je suis d'accord. Après, des scènes excellentes dans ce film, il y en a d'autres. Hein. Des scènes, d'ailleurs, purement Wes Anderson. On peut penser à la révolte des prisonniers à la fin dans l'exposition où tous les prisonniers sont arrêtés et se regardent sans bouger. Alors ça, c'est très Wes Anderson. Par contre, il y a une autre vanne qui, je trouve, est pas très Wes Anderson, mais qui m'a parlé à fond. C'est le moment où Adrien Brody ferme la porte, où tous les prisonniers sont derrière, et que la grosse porte à côté éclate. Oui. Alors, on disait tout à l'heure que Wes Anderson n'était pas dans l'humour potache et bourrin. Ça, j'imagine que ça a dû surprendre le public d'Anderson pendant ce film, parce que cette vanne, elle est vraiment moderne. C'est vrai qu'elle est plus... Elle est pas dans le ton du reste de l'humour. Elle est vraiment bourrine et moderne. Alors moi, là, j'ai rigolé. Elle est vraiment marrante. C'est excellent, et je m'y attendais pas. Puis surtout, avec le prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? Fermer la porte. Et je m'y attendais pas à ce que ce soit si bourrin, et puis toute la scène qui suit derrière. Enfin ouais, non, génial. Et d'ailleurs, avec ces plans aussi c'est des plans qui m'ont beaucoup fait rire, c'est tous ces arrêts sur image où la caméra fait une sorte de petit travelling, où en fait on comprend que en fait les gens sont juste en train d'arrêter de bouger. Et on les voit un peu mais il y en a vaciller. Il y en a dans ces autres films. Il y en a dans Toulon. Il y en a dans ces autres films.
Et là, il y en a aussi plein dans celui-là. Mais Oui. je trouvais ça toujours assez marrant de Ouais. voir ça. Bah, il y a les plans aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans Grand Budapest, il y en a peut-être plus dans les autres, mais les plans où, comme tu dis, il y a un plan fixe et ça fait un énorme zoom d'un coup. Oui. Il n'y en a pas beaucoup dans Là, celui-là. c'est pas celui-là que je parlais, c'est vraiment les Oui, arrêts sur oui, image. non, mais j'ai compris. Ouais. Et ça, j'avais vraiment adoré. En gros, bah, la scène où les prisonniers rentrent dans comment dire, dans l'exposition. Oui. Où il y a la scène de baston à l'arrêt. Ouais. Où tout le monde, personne ne bouge. c'est vraiment c'est ce que j'aime chez Wes Bah, Anderson, c'est c'est sa vraiment patte. le cinéma. En plus, c'est vraiment le cinéma artisanal, quoi. Ouais. On pourrait faire un truc en CGI dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Ouais, mais plus c'est ou moins. pas sa cam. C'est pas sa non, cam, non. mais bon. Enfin, c'est un truc. Voilà, on est vraiment dans de l'artisanat, quoi. Mm. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça aussi que j'adore cette scène de passation de trucs. C'est vraiment. J'ai quelque chose à vous montrer, je sais pas comment faire, bah, on va faire avec les moyens du bord. On va faire ça. Et voilà, c'est C'est cool. simpliste. Et c'est Non, cool, mais ça marche. c'est très très bien, je suis d'accord. Donc on va passer maintenant au second court-métrage. Correction sur un manifeste. Voilà, une sorte de postiche de mai 68, Oui. on pourrait dire. Ah, mais non, mais c'est même ça. Hein. C'est Il l'a comme dit. ça, Hein. oui, oui. Ouais. Avec donc en actrice principale. Francis McDormand, Timothée Timothée Chalamet Chalamet. et Lina Kudry. Avec aussi en guest Guillaume Gallienne, Oui. qui est Mais là. je me suis demandé au début, mais c'est lui. Génial. Oui, mais c'est ça qui est fort avec tous les acteurs qui mettent. D'ailleurs, on avait aussi dans le premier court-métrage, mais encore des guests qui sortent de nulle part, qui font des apparitions de 5 minutes, et qui sont là, ils sont contents, et ça repart. Mais c'est vraiment, cool. Ouais. Mais c'est génial, parce qu'en plus, ces guests ne sont pas reconnaissables tout de suite. Non. C'est ça qui est fort. C'était le Oppenheimer avant l'heure, en fait. C'est ça. On a des gens, on dit, c'est lui, non, Ouais. c'est pas lui. Et bon, on regarde l'affiche, on dit, ah bah oui, Ouais, c'était c'est lui. lui. Non, mais ouais, non, ouais, cool. Donc, mai 68, filmé par une journaliste américaine, qui... court-métrage un peu plus bizarre, parce que là, Plus complexe. plus complexe. Parce que le narrateur, donc l'auteur de l'article, est vraiment mêlé à l'histoire et carrément mêlé au personnage d'ailleurs. Ouais, et qui a une j'ai relation amoureuse avec le personnage dont elle écrit l'article. Ouais. Et ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Là, Ouais, ça s'en mêle beaucoup plus. J'ai un peu du mal à rentrer dedans. Oui. Ouais. Alors, le contexte est cool. Je trouve mes 68, c'est cool. Le bar, il a toujours des environnements qui sont fabuleux. Oui. Bah, c'est ça, c'est son sa truc. patte, Les décors, c'est son Timothée truc. Chalamet joue super bien. La relation avec Lina Kudry est super habile. Non, mais bien, le contexte puis- est bien. Par contre, c'est vrai que ce côté auteur qui a une relation avec un de ses personnages, c'est cool quand on le sait. Mm. Dans le film, c'est, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure avec la scène de changement d'âge du personnage, c'est pas hyper compréhensible tout de suite. Ça gêne la compréhension du film, Ouais. je trouve. Ouais. Ça brouille les pistes et c'est... Par contre, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les scènes de nuit, c'est Oui. Ah ouais, magnifique. elles sont très bien faites. Mm. Oui, c'est sûr. Pour une scène avec des jeunes de cette époque, je trouve ça très bien fait. Oui. Il y a la musique, il y a l'ambiance, Ouais, c'est c'est- très cool. c'est grunge, Les jeunes ouais. dans le bar Mm. avec les bandes, Oui, tous avec des noms français. Enfin, c'est bien. ouais, c'est cool. Je trouve ça très bien fait. C'est très bien. Bon, alors, oui, on n'a pas parlé de l'histoire, on va en parler très rapidement. Donc, on comprend qu'on est dans des manifestations étudiantes, Mm. comme mai 68, avec un slogan en écrit en français: Les enfants sont grognons. Ah oui. C'est marqué, c'est Oui. leur étendard de la manif. Ouais. Et puis c'est l'écriture. aussi. L'écriture avec un D'un- style très enfant, Ouais. très enfantin. Donc on suit cette manifestation avec l'écriture, du coup, d'un manifeste pour récolter leur doléance, si on peut dire. Où donc ce manifeste est écrit par Timothée Chalamet et va être aidé après par Francis. McDormand. J'ai du mal On a avec toujours son nom. mais on a tous du mal avec son nom de famille. Donc vraiment l'écriture du manifeste sert vraiment de contexte au récit. Vraiment ce qu'on va suivre c'est l'évolution des personnages dans ce contexte-là. Ouais, et puis c'est le prétexte aussi de faire rentrer justement l'auteur dans son histoire. Oui. Et d'aider son héros à arriver à écrire. Oui. Le concept est compliqué quand même. Oui, Mais c'est bon. quand même alambiqué. Une scène qui m'a surpris dans ce court-métrage, c'est la scène quand l'ami de Timothée Chalamet part à l'armée et qui revient. Ouais, alors, Alors du coup tout le monde s'étonne qu'il soit revenu et là d'un coup on dit cette scène pourrait être racontée de cette façon. Pouf. Et là on change de film, on part sur une sorte de comédie musicale qui aurait été filmée. sachant que, je fais une toute petite parenthèse, mais à la base, il y avait une rumeur comme quoi tout The French Dispatch devait être une comédie musicale. D'accord. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. C'est possible. Mais oui, excuse-moi. Mais du coup, on arrive sur une scène vraiment particulière, filmée comme des comédies musicales qu'on pourrait s'imaginer à Broadway dans les années 50, Ouais. littéralement, avec un dortoir militaire, avec des décors qui bougent sur Oui, roulette, avec des oui. techniciens qui passent. Oui, c'est C'est- une pièce de théâtre. Ouais. Une pièce de, ouais, ou Oui, une une pièce de comédie théâtre. musicale. Ouais, entre C'est vrai que ça deux. fait entre les deux. Entre ouais, les deux. C'est très bien filmé.
C'est très bien fait, mais quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, Qu'est-ce qu'est-ce que ça fout là? Ouais, mais Oh, en même temps, est-ce que c'est pas la phrase qu'on se dit le plus quand on regarde ce film? c'est pas Je faux. pense que toutes les 5 minutes, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est pas faux. Après, comme je le comprends aussi, c'est vraiment. Je pense que quand un auteur pourrait pour écrire un article et dirait ça pourrait être romancé telle une pièce de théâtre, bah Wes Anderson s'en fout, il fait une pièce de théâtre dans son film. J'ai l'impression que c'est vraiment le film où... La scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. C'est- On revient là-dessus. Non mais là, vraiment, on a un... J'ai l'impression qu'on a un réalisateur, il est pas au sommet de son... Enfin, je pense pas qu'il soit au sommet de son art, mais en gros, il est arrivé à quelque chose où il dit bah ouais, je le fais. Ouais. Ouais, ça me fait marrer, bah je le fais, Ouais. vas-y. Ah, Et j'en vois la purée. Bah la scène d'ailleurs, qu'on parlait précédemment, du prisonnier qui change d'âge, enfin qui change de personnage parce qu'on change d'époque, Ouais, il dit bah ouais, je le fais. on a presque l'impression que ça lui vient au dernier moment en plus, Ouais, c'est- cette idée. Ah tiens, si je C'est faisais ça. ça, bah oui. C'est ce qui donne ce côté un peu artisanal, un peu... On a vraiment l'impression qu'il est là avec de la pâte à modeler qui dit bah non, Bah, ouais, je vais faire comme ça, clac. Artistique aussi. Artistique, ouais. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un truc fini, Ouais. d'ailleurs avec des budgets comme ça. Je pensais que t'allais me parler de la scène où ils partent de nuit en moto, Oui, qui est qui est, psyché, qui est génial. qui est géniale, mais ouais, faut... Mais c'est pareil, il y a une rupture de ton Bah, dans les d'ailleurs, scènes quand son collègue part à la guerre, à l'armée, à l'armée. Ouais. et qu'il revient, il y a un truc de temporalité en fait. Moi, j'avais pas compris qu'il était parti. Oui, oui, Ça va super vite. Ça se passe au même endroit, ils sont quasiment habillés pareil, si je dis pas de oui. bêtises. Ils sont dans le bar, Et ils j'ai sont dit, mais habillés pareil, il est vraiment parti ou pas? Enfin, Bah, la seule chose qui change, c'est qu'il dit je vais vous raconter mon histoire et qu'il est en uniforme. Voilà. Mais oui. mais c'est... Ouais. Bah, c'est vrai que c'est la contrainte, je pense, du court-métrage qui fait que là-dessus, on est obligé d'y aller un peu fort Ouais. sur les temporalités. Donc, puis c'est un style aussi. Oui. Donc ça nous amène au prochain court-métrage qui s'appelle... La salle à manger privée du commissaire de police. Donc là, on est sur la rubrique culinaire du magazine, normalement. On est censé comprendre ça. On est censé comprendre ça, et ben, rapidement, on s'en éloigne, et tout devient Un prétexte à écrire autre chose. Ouais, un polar. C'est ça qui est marrant. Alors, est-ce que là, on veut nous faire comprendre que l'auteur, en fait, il a rien à foutre ici, et en fait, il avait envie d'écrire autre chose? On peut s'imaginer plein de On peut choses. s'imaginer plein de choses. On va raconter l'histoire vite fait. Donc, l'article, parce que c'est filmé différemment, mais l'article nous raconte, à la base, un dîner... le journaliste est invité à un dîner chez le commissaire, Mhm. avec le grand chef de l'époque, qui s'appelle Nescoffier. C'est ça. Petit clin d'œil à Escoffier, le vrai cuisinier. Et le dîner va vite être reporté, disons, car le fils du commissaire est enlevé par un malfrat, Un mafieux, ouais. un mafieux Mm. local. Et là, on part du coup dans un polar. Et là, on part totalement une dans un enquête, polar, dans dans une un enquête. truc policier. Un truc policier Mm. avec l'enquête, des policiers, des mafieux, une course-poursuite, une fusillade. Et au final, on s'éloigne très vite du côté culinaire de la chose. Voilà. Au niveau du cast, on a Jeffrey Wright, Tout à fait. qu'on voit beaucoup ces dernières Qu'on années. qu'on voit beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai été étonné, j'ai dit tiens. Tiens, lui. Et d'ailleurs, étonnant que ce soit lui, parce que je trouve qu'il a toujours des rôles très typés... c'est très réducteur sur le terme. Gentil. Très typé gentil à l'américaine. Ouais. Un peu, Ouais, un peu, neutre. neutre, un peu... Voilà, commissaire Gordon ces dernières années, on l'a vu dans Westworld. Et il a un peu. Oui, c'est vrai c'est vrai. Il a ce côté... il joue toujours un peu le ricain, droit dans ses Ouais. bottes. Ouais, voilà. Oui. Je vais me salir les mains, mais quand même, je fais ça pour ça. Ouais, alors que là, non. Et ben là, pas du tout. Mm. Et puis... Du coup, ce genre de personnage qui joue tout le temps, dans un Wes Anderson, je me suis dit, oula. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, oh là, non, non. Et si. Et si, ça marche bien, ça marche plutôt bien. Ensuite, on a Mathieu Amalric, Steve Park qui joue Nescaffier, et le petit guest qu'on ne voit que quelques secondes à l'écran, mais William Defoe. Oui. Et alors, ça, c'est pas même pour les acteurs américains, mais en plus, en acteur français, on a, au-delà de Mathieu Amalric, qui a déjà fait des films internationaux, Mm. il y a Hippolyte Girardot, qui nous fait un petit clin d'œil. D'ailleurs, alors, apparemment, Wes Anderson a dit, quand il a fait The French Dispatch, il a dit, je vais faire un film qui se passe en France, je vais faire jouer des acteurs français. Ouais, et oui, très bonne idée. Et très bonne idée, Ouais. c'est sûr. Après, bah, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a retrouvé Guillaume Gallienne, Oui. qui fait son petite Ouais. apparition. Et apparemment, Hippolyte Girardot, il était fan de l'avoir vu dans certains films français, et il s'est dit, ces gens-là, je pourrais jamais les faire jouer dans un film qui parle en anglais. Et il s'est dit, bah, je fais un film en France, je fais venir des acteurs français. Je crée Et le c'est- prétexte. et c'est l'occasion. génial. C'est génial. Le court-métrage, par contre, commence d'une manière un peu surprenante. En fait, on commence à voir une interview de l'auteur de l'article dans une sorte, ce qui ressemble à une émission de télé Ouais, des années un 70. Un sorte talk de show. talk show, Hmm. où en gros, on va parler d'abord de lui, et après, il va parler de l'article qu'il avait écrit ce jour-là.
Et ça, je trouve par contre que, franchement, de tous les courts-métrages, celui-là, c'était vraiment Le plus hard. le moins apprécié. Pas dans ce qu'il Moi aussi. raconte, mais dans sa façon d'être écrit, je trouve. Il est vraiment... cette introduction a commencé sur un talk show, à parler de lui. Après, il dit que en fait, il a une mémoire de tout ce qu'il a écrit, et Oui, alors en fait, ça il aussi. ressort son article, et en fait, tu comprends qu'il le récite Oui, c'est à ça. la télé. Au mot près. Au mot près, j'ai trouvé ça C'est hyper j'ai lourd. trouvé ça compliqué. Ouais, et en plus de ça, c'est le 3e et dernier. On est déjà rincé par tout ce qu'on vient de dire C'est avant. vrai que l'ordre lui Rester joue en sa accroché. défaveur. Ouais, et l'ordre. Ouah, alors, c'est peut-être un choix d'avoir fait le plus simple en premier, d'aller de plus en plus compliqué. Mais on est rincé à ce moment-là. Et moi, je sais que j'ai décroché et j'ai pas tout pigé sur ce dernier, Ouais, on arrive à quelque chose qui est dur. Et c'est vrai qu'en arrivant en 3e position, c'est compliqué. C'est une narration qui est plus complexe que déjà les 2 autres qu'on s'est tapés. Ouais, je pense qu'on est beaucoup à avoir décroché ici. Et on est saturé. Et en plus, les quelques clés du récit, qui est de récit un peu secondaire, mais quelques clés, sont vraiment distillées très rapidement et on n'en parle plus. Ouais. C'est très compliqué. Par exemple, la scène où en fait, le narrateur arrive dans le commissariat pour arriver à son dîner, se perd dans le commissariat et passe devant ce qu'il appelle le poulailler, Oui. le chicken hall, Oui. où on comprend qu'il y a un prisonnier dedans, enfin une sorte de garde à vue, qui joué d'ailleurs par William Dafoe, qui fait son petit clin d'œil. Et en fait, c'est hyper rapidement amené, c'est le comptable du mafieux. C'est ça. C'est amené très rapidement. Ouais. On n'insiste pas là-dessus, et en fait ça sert au prétexte que le comptable du mafieux est en garde à vue, l'enfant du commissaire est kidnappé, Ouais. le commissaire va chercher son gosse, et en fait le polar commence là, et c'est amené rapidement. Ouais, c'est hyper dense, hyper lourd. Moi, à ce moment-là, j'avoue, j'ai décroché. Après, esthétiquement, c'est très beau. Ah oui, toujours. C'est Surtout, toujours très beau. il y a des parties en BD. Oui, On n'en a pas parlé, mais oui, un petit clin d'œil à Angoulême aussi, mais bien sûr. trop cool. Et puis surtout que c'est vraiment beau. Oui, c'est bien vraiment, fait, ouais. C'est vraiment un beau dessin. Bah du coup, quoi dire d'autre sur ce 3e court-métrage ? C'est vrai que de sa place et de sa narration difficile, on a moins accroché, donc on est à moins d'affinité. Oui, on arrive moins à dire des choses dessus, puis l'histoire est peut-être moins folle que les autres aussi. Oui, bah elle est plus vue, en fait, Oui, c'est une ouais, histoire voilà. plus classique. Ouais, Voilà. c'est vrai que l'enquête policière, on la connaît. C'est l'enquête policière, il y a son fils, voilà. Après, dans l'image, il y a quand même des trucs qui sont, je trouve, très intéressants. Ah ouais, par contre, oui. Le commissariat, quand il se perd dedans, j'ai trouvé ça... Ouais, Déjà, j'ai trouvé ça beau, les décors sont sympas, et je trouve ça bien fait, au final. Moi, j'ai beaucoup aimé l'endroit où est kidnappé le gamin. Oui. Avec les prostituées dans la salle à côté, mais il n'y a jamais de séparation entre la caméra passe directement caméra d'une passe salle à une autre. Ça, c'est une marque de Wes Anderson. Bien ça. sûr, et là ça marche à ça, fond. c'est génial. Ouais. Ça marche toujours bien, ça. Ouais. Avec des plans aussi, bah, le plan où les flics sont planqués et les mafieux regardent par la fenêtre. Oui. Avec, d'ailleurs, avec ce zoom dont tu parlais. Oui. Ce gros zoom sur les yeux du commissaire. Ouais. Avec la fusillade qui commence. Un plan totalement Wes Anderson. Hein, des fusillades dans tous les sens, les décors qui se pètent, en fait, on se rend compte qu'il y a 150 000 figurants au même endroit, ils se cachent. C'est des scènes qui sont très comiques au final. Ouais. Et on est clairement dans la veine du réalisateur, on est clairement dans ce qu'il sait faire de plus classique. Mais c'est vrai que, oui, c'est malheureux à dire, mais on a moins accroché avec celui-là. Ouais, moi j'ai moins accroché aussi. Ouais. Et donc on finit par la dernière partie du film. Donc c'est pas vraiment un court-métrage, c'est plutôt la nécrologie du rédacteur en chef. Ouais. Parce que le rédacteur en chef, oui, avait écrit son testament en disant que à sa mort, il n'y aurait pas d'autres numéros du magazine et que le magazine, ce serait son dernier. Voilà. Ça, je l'ai compris à la fin. Bon, c'est pas hyper grave. Ça m'a pas empêché. Ça ne nuit pas à la compréhension du scénario. Tout à fait. Et oui, donc là, on fait. En fait, c'est une espèce de bilan. Oui. Cette fin. Donc on arrive au moment où on comprend que le rédacteur en chef, donc Bill Murray, est décédé. On voit tous les auteurs qui sont dans le bureau du rédacteur en chef. Et qui vont pour écrire la nécrologie. Avec le rédacteur en chef qui est encore sur le bureau avec un petit drap sur lui. 300% Wes Anderson. Et on comprend au début qu'ils sont d'accord sur les choses banales qu'on pourrait dire avec une nécrologie. Il est né ça, ses parents ont fait ci, c'est voilà. Et tout le monde commence à parler en même temps. Et marrant. Après, voilà, tout le monde a son avis à dire et le film se finit comme ça. La caméra recule, on entend le bruit qui est de plus en plus fort parce qu'ils sont tous en train de parler en même temps et on comprend que la nécrologie est en train d'être écrite. C'est ça. Et fin du film. Voilà. Alors je te propose qu'on parle un petit peu de la musique. Tu savais que j'allais t'en parler. Aborder le sujet. Bon, je suis ultra fan d'Alexandre Desplat. C'est un de mes compositeurs français préférés. Le roi de l'orchestration. Il a fait énormément de films de Wes Anderson.
Oui, oui. Bah, après, musicalement, tous ces films, je vais pas dire se ressemblent, parce que ça serait pas bien, Oui, par contre, on est dans le mais même ton. la musique d'un Wes Anderson se reconnaît. On se dit, Ouais, ah, c'est une musique de Wes Anderson. ouais, mais il y a une collaboration qui est vraiment particulière entre les deux. Dès que Wes Anderson attaque un projet, vraiment, qu'il a encore rien filmé, qu'il l'a juste en tête, il en parle déjà à Desplat, et ils commencent à bosser ensemble, et Alexandre Desplat a toujours dit qu'il a volontairement limité le nombre d'instruments pour toutes les musiques des films de Wes Anderson pour avoir quelque chose de vraiment intime Mm. et unique à chaque film et à chaque ambiance. Oui. Ça marche à fond. Alors, pour les fans de Desplat et bon, aussi les fans de Wes Anderson, la fin de Moonrise Kingdom est très connue parce que le générique de fin est une présentation d'orchestre. Donc c'est écrit par Alexandre Desplat et on apprend le son de chaque instrument qui arrive, chacun son tour, dans la musique. D'accord. Il y a des Présent- vidéos YouTube, je pense que c'est des profs de musique d'ailleurs qui ont fait ça, où ils ont mis des photos de l'instrument et on a juste la musique qui défile et il a utilisé une à deux mesures de sa chanson. Il fait venir un instrument, l'orgue, la flûte, le violon, et ça nous apprend les sons des instruments. C'est un cours, quoi. Et donc ça, c'est le générique de fin de Moonrise Kingdom, qui est D'accord. absolument à voir. Et pour ce film-là, on retrouve du Alexandre Desplat classique, hein, ça marche. Ça marche à tous les coups. Oui, oui. Ça fait largement le taf. C'est sûr qu'il n'y a pas de nouveauté fofolle. Oui, puis on n'est pas sur une BO d'un blockbuster, hein. Non, Puis c'est pas non, ce qu'on veut. clairement. C'est Et pas puis ce on n'est qu'on pas là veut, pour ça. Et, Oui, et c'est pourtant, sûr. il sait le faire, hein. Mais après, il y a, eu- y a quand même deux, trois. Je veux pas dire des sorties de piste, mais par exemple, le court-métrage qui parle de. Mais 68, on va dire. C'est pas son nom, mais. Oui, Où il y a deux, trois musiques, Hmm. au final, d'époque, en fait. Il y a un peu Ouais. de. Oui, de rock Un de peu cette de époque-là. rock de cette époque-là, et Hmm. c'est cool, ça fait des Ah bah ouais, mais il fallait. fraîcheur. Oui, c'était Pour obligatoire. illustrer cette C'était obligatoire. période, il Ça fallait le faire. On pouvait pas faire autrement. Donc voilà, on retrouve Alexandre Desplat. Alors, il n'a pas eu de prix, je crois, pour la musique de ce film-là. Il a été énormément nommé pour Grand Budapest Hotel. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a eu un prix pour Grand Budapest Hotel. Et Ça, pour c'est d'autres possible. films, À hein, vérifier. il a bossé avec Guillermo del Toro, il a bossé avec plein de gens. Il a fait la BO des Reliques de la Mort aussi, qui est très 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 connue. Oui. Bon, voilà, c'est une collaboration qu'il faut perdurer, mais d'ailleurs, c'est lui qui a fait la musique d'Asteroid City aussi, donc que cette collaboration dure le plus longtemps possible, parce oui. que ça marche, le combo est parfait. Bah, ça marche trop Mm. bien, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, ce style Wes Anderson avec cette musique est souvent imité sur des petits courts-métrages faits sur les réseaux sociaux. Oui, ouais. Où on dit, Ouais. enfin, où ces courts-métrages font des trucs filmés genre Wes Anderson, où la musique, littéralement, c'est exactement ça. C'est ça. C'est quelques notes de piano un peu, c'est vraiment très, très, très bien Mm. fait. Tu parlais que du coup la musique avait pas été nommée, c'est vrai qu'on peut parler aussi de l'accueil du film Ouais, en général. de manière générale. Donc ça a été tiède en étant poli. Alors c'est très intéressant l'accueil du film parce que j'ai vraiment cette impression que les fans de Wes Anderson n'ont pas forcément, en tout cas ont été déçus de The French Dispatch. Et moi qui suis pas fan de Wes Anderson, comme je l'ai dit au début de cet épisode, et bah celui-là j'ai accroché. Mm. Alors tu vas peut-être me dire pourquoi en tant que fan. Alors moi en tant que fan, bon, je vais pas me faire le porte-parole de tous les fans parce que bon. Oui, c'est- mais bon. Mais alors, The French Dispatch, quand je l'ai vu, tout de suite j'ai aimé parce qu'en fait je me suis dit, on retombe dans les classiques. On en prend plein les yeux, c'est joli, c'est beau, la musique elle fait le taf. C'est vrai qu'après le récit en soi m'avait un peu déçu parce que c'était ardu. J'étais content de revoir un Wes Anderson, j'étais moins content de l'histoire que ça m'avait racontée. Ouais, ok. Mais globalement j'étais comme satisfait. C'est vrai qu'après quand je suis allé voir 2-3 critiques qui étaient sorties à la sortie du film, là par contre c'était beaucoup plus froid. En gros, tout le monde s'est posé la question si Wes Anderson avait encore des choses à raconter ou était arrivé à quelque chose. J'ai à un lu ce point genre de tournant. choses. Mm. Je pense que cet accueil est vraiment dû au fait qu'on passe derrière Grand Budapest Hotel, qui a eu Une aura de une dingue. aura de fou. Mm. Justifié ou pas, ça c'est encore un autre débat. Ouais. Mais entre les deux, il y a eu L'île aux chiens. L'île aux chiens qui est un très bon film, je dis pas que j'ai apprécié. Mais c'est un dessin un animé. donc film en pâte à modeler ouais. avec. C'est pas le même registre. Et du coup, vu que c'est pas le même film, il a pas été traité comme un film de Wes Anderson. On a l'impression que en fait, sa filmographie, c'est Grand Budapest Hotel, The French Dispatch. Oui. Et qu'entre les deux, L'île aux chiens est un peu à part parce que c'est une collab. Enfin, Oui, mais parce Ouais. que c'est surtout, ce n'est pas un film. Enfin, c'est pas un film avec des vrais acteurs. Et moi, je sais Oui. que je fais partie des gens qui regardent très peu de dessins animés ou de choses animées. d'accord. Donc, bah ouais, forcément, j'ai fait l'impasse. Oui. Je suis peut-être pas le seul, j'en sais rien. Oui, non, mais c'est sûr. J'arrive à comprendre, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les films je vais dire en pâte à modeler, j'aurais pas oui, le nom. oui, si. Les films en pâte à modeler, c'est vrai que c'est pas considéré comme un vrai film. Après, je trouve que
bah, Wes Anderson étant toujours Wes Anderson, il l'a traité vraiment comme un de ses films à part, avec plein de guests, Faut que je le regarde. comme tous ses films en fait. Et alors, c'est assez étonnant, parce que moi du coup je l'ai vu en français, avec du coup il a pris que des acteurs connus. Bah, Mathieu Amalric, il joue un D'accord. chien. Il y a que des acteurs connus qui jouent des voix. Ok. Et dans sa version en VO, c'est pareil, il y a Bryan Cranston, D'accord. il y a que des guests qui jouent des voix en fait dans ce film, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai du coup que l'accueil a été plus froid pour celui-là, parce que je pense que la narration a été plus compliquée. Il y a eu, comme tu dis, il y a eu les curseurs à fond. Il a fait un peu son film rêvé avec ses hommages qu'il voulait faire. Ouais. Et du coup, ça s'est peut-être fait au détriment d'une simplicité qu'on retrouve plus dans certains de ses autres films. Ouais, il y a peut-être autre chose aussi. Moi qui suis un peu allergique à la comédie, ou quand on essaye de mettre des touches de comédie dans un truc qui a rien à voir, l'humour est moins présent dans celui-là que les autres. Oui. C'est moins burlesque Oui. que Grand Budapest Hotel. Bah, Grand Budapest Hotel, c'est burlesque. Ouais. C'est le film est Et- globalement tout là-dedans. Et j'ai trouvé du coup celui-là plus sombre, et moi qui adore les films vraiment dark à fond, et bah je me suis bien retrouvé là-dedans. Déjà rien que le fait que ce soit en noir et blanc, que beaucoup de parties des courts-métrages sont en noir et blanc, je trouve ça génial. C'est un ovni peut-être dans sa filmographie, je sais pas. Moi, je le considérais pas comme ovni, mais après, je pense que les gens ont été durs vraiment parce que ça sortait après Grand Budapest Hotel. Ouais, ils attendaient. Je pense que là, on ouais. s'est dit. Enfin, les gens se sont dit, oh là là, on a pris une claque, là, on va s'en reprendre une. Mm. Et du coup, bah, le film étant en dessous par rapport à. Puis les gens ont mis trop d'attentes. Je Alors, pense par qu'il y contre, a eu ça. Le futur a parlé, parce que c'est vrai que t'en as parlé tout à l'heure, mais dans les critiques, ils ont dit, je me rappelle avoir lu quelque chose, ils disaient la fin de Wes Anderson, quoi. Oui, ouais. Wes Anderson n'a plus rien à dire. C'est ça. Et le temps leur a donné tort, parce que Asteroid City est sorti entre-temps. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Je pense qu'on fera une émission dessus, d'ailleurs. Et il a été très bien accueilli, apparemment. De ce que j'ai pu voir, c'est le retour de Wes Anderson après The French Dispatch qui a déçu. Non, mais tant mieux. Tant mieux, oui, c'est sûr. Après, le problème, c'est que si déjà on a eu le coup de. Si on a déjà eu le coup de. On attendait beaucoup, on a été déçus, et là on a été déçus, et du coup on retrouve que c'est bien. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus dans l'affect que dans l'objectivité? C'est toujours vrai. C'est carrément possible. Mais oui, bien sûr que c'est possible. On le fait tous. Quand on Oui, est fan non, de. c'est sûr, on c'est le fait sûr. tous. Et puis bon, comme tu dis, comme Grand Budapest Hotel, on te l'a vendu, et au final, bah, Ah ouais, ça a été une des. c'est compliqué. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait que tu le revoies peut-être. Parce que, Peut-être une relecture en me disant, bon voilà, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas. Oui, peut-être que ça permettrait de l'apprécier mieux. Mais Ouais. bon, Oui, et ça aussi, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose quand même, c'est que le revisionnage d'un Wes Anderson, c'est pas facile. non. On n'a pas forcément envie d'y aller, même si on a aimé le film. Tu vois, là, on est en train de faire French Dispatch, j'ai quand même bien apprécié globalement. Je sais pas si j'ai envie de le revoir. Moi, pour les besoins de l'émission, je l'ai revu, et c'était compliqué quand même. Ouais. Alors déjà, j'ai vu dans des conditions où, bah, déjà, j'étais un peu fatigué, donc voilà. Et le film est très dense. Il est très... Il y a à boire et à manger. En plus, je l'ai regardé en VO, donc Oui, aussi. ça parle. Ouais, moi aussi. C'est un film où il parle énormément. Et, Ah oui, alors ça, on en a pas trop parlé, mais le rythme de parole, de parole est... incroyable. Mais c'est vraiment, en fait, quelqu'un qui nous lit un livre. Ouais. Mais du coup, c'est sportif quand même. Je C'est- suis sorti de la fin du film, j'étais rincé. Très paradoxal avec notre épisode précédent. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu retiendras de Funny Dispatch? Alors, French Dispatch, j'en retiens que je m'étais mis en tête, alors, pour les besoins de l'émission, de regarder le film. Vu la déception que j'ai eue sur les 2 premiers films de Wes Anderson que j'ai regardés, j'y serais pas forcément allé, et je serais passé à côté de quelque chose quand même. Parce que là, je prends le temps de digérer le film, et je me rends compte que bah, j'ai quand même vraiment aimé, au final. Et j'ai très envie de voir Asteroid City, et je pense qu'on fera une émission dessus. Ça y est, je suis un peu réconcilié. Il me fallait peut-être le temps, comme tu dis, on m'avait trop bien vendu en Budapest. Il me fallait du temps. Et ben celui-là, c'est bon, c'est validé. Mais je pense que je suis pas le client, voilà. Je suis pas comme toi, fan, et voilà. Je vais pas en regarder un par semaine, je vais pas. Mais c'est bon, je suis quand même réconcilié. Et puis le cast joue énormément. Là, Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que pour regarder un film de Wes Anderson, enfin du coup pour rentrer dans son univers, pour être un peu client, je pense qu'il faut y rentrer en attendant rien, en fait. Moi, clairement, quand j'ai regardé Grand Budapest Hotel, je connaissais pas et j'attendais pas grand chose. Je me suis dit, c'est un film que la critique est encensée. Il y a des films que la critique encense qui me déplaisent. Là, je pense qu'en attendant rien, on arrive à se prendre une petite claque parce que il y a quand même ce côté ouais, photo déjà. photo artisanal
avec des petites pirouettes que lui il fait et qu'on se dit ouais, voilà, on sent vraiment le métier que d'habitude est caché. Le métier de mec qui crée les décors et tout, c'est tellement bien fait dans certains films ouais. qu'en fait on se dit c'est pas des décors qui ont été créés, c'est des choses qui existent. Là, on est vraiment dans un côté plus artisanal et c'est pas caché. Et je trouve que ce côté artisanal, il est assez frais. Par contre, ouais, alors, si je peux donner, de par mon expérience, un conseil à ceux qui n'ont pas vu de Wes Anderson, n'attaquez pas par French Dispatch. Ah non, non, par contre, non. Alors là, ça aurait été, là, ça serait une erreur. Ça serait dommage. Ouais, peut-être Grand Budapest, bon, au final, c'est le plus connu, mais c'est peut-être le premier qu'il faut voir pour se rendre compte du contexte et du délire. Voilà. Mais après, de voir Grand Budapest, c'est vraiment le côté délire, le côté on y va à fond, on joue les décors, les couleurs, c'est vraiment le film qui allait loin, on va dire, chez Wes Anderson. Il y avait déjà des essais avant chez lui, mais là c'est vraiment le film qui allait loin. Ouais. Et French Dispatch va toujours loin, mais avec une histoire peut-être un peu en deçà. Pour Grand Budapest, il y avait une question de budget aussi. Hein. C'était la première fois qu'il avait un budget aussi important. Oui. Mais d'ailleurs, ça se voit. Ça se voit clairement à l'image. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous n'avez pas regardé de Wes Anderson, n'allez peut-être pas vers French Dispatch en premier lieu, ça va être compliqué. Oui. Voilà. C'est une belle conclusion. mais tout ça pour dire que j'ai très envie de voir Asteroid City et j'en demande quand même un peu plus, même si c'est pas mon type de cinéma, j'en demande plus. Et toi, du coup, dans cette conclusion? Eh ben, The French Dispatch, c'est pas le film que je retiendrai qui m'a le plus marqué de Wes Anderson, mais comme tout Wes Anderson, quand je me mets devant le film, je suis content. Je suis heureux. Ouais. En fait, il y a un côté que je retrouve nulle part ailleurs. Ce côté clair. artisanal, ce côté un peu enfantin. En fait, c'est un petit bonbon dans le cinéma. Je Ouais, trouve. c'est vrai. C'est ça qui est cool, en fait. C'est vrai qu'on va peut-être pas... on va peut-être pas avoir la meilleure des histoires du monde, on va peut-être pas avoir le jeu d'acteur le meilleur du monde, mais dans sa globalité, je trouve que ça marche toujours très bien. Ouais. Et The French Dispatch, c'est un bon exemple. C'est vrai que l'histoire, elle est alambiquée, c'est compliqué, et des fois on s'y perd. Mais dans sa globalité, c'est cool. Ouais. Voilà, non, mais, c'est bien. Ouais, je valide. On apprécie se faire balader. La scène d'ouverture avec Ennui sur Blasé. Ennui sur Blasé se lève à 7h du matin. Et là, il y a tout qui se met à vivre. Il y a de l'eau qui coule, il y a un chat qui passe, il y a... Comédie musicale. C'est génial, Ouais. c'est génial. Les décors, on a l'impression qu'ils jouent dans un carton, en fait, les gens. Ouais. On a l'impression que c'est une planche de contreplaqué qui a été peint et les gens jouent dedans. Il y a vraiment un côté artistique et j'ai toujours trouvé ça génial. Ouais. Après, c'est vrai que The French Dispatch est pas le plus dur que j'ai pu voir de Wes Anderson, parce qu'il y a des films qui sont peut-être même un peu dans leur rythme un peu plus compliqué aussi à voir. Je pense à La Vie aquatique notamment. D'accord. Bill Murray aussi, avec hein. Bill Murray. Mm. Bah, Oui, bon. Si on aime Bill Murray, il faut voir La Vie aquatique, parce ok. que c'est le film de Bill Murray. Mais c'est pareil, lui, il m'avait... pas parce qu'il est difficile à comprendre, mais parce qu'il est beaucoup plus long et il traite d'autres sujets. Enfin voilà, Wes Anderson, j'apprécie toujours. C'est une petite parenthèse dans les films que je regarde. Bah, c'est bien. Je pense qu'on va finir là-dessus et puis on fera certainement Asteroid City d'ici Oui. quelques épisodes. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. C'était Retour de séance. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, nous mettre des étoiles, des pouces, ce qui vous fait plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt.